De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Bonjour ou bonsoir, nous sommes le 9 septembre 2036, une date la plus importante de notre histoire. Et c'est sur toute la planète qu'on tire des feux d'artifice comme celui que vous entendez. L'événement qu'on célèbre touche en effet chaque habitant de la Terre, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. Ce qu'on fait, c'est la survie de l'espèce humaine. Une espèce qu'on pensait, voici encore quelques semaines, gravement menacée. Et tout ça à cause d'un caillou. Un gros caillou, certes, le genre de caillou qui, voici environ 65 millions d'années, a détruit ce qui régnait alors en maître sur la Terre, les dinosaures. Un très gros caillou, une météorite. Celle-ci a pour nom Apophis. Entre la violence de l'impact, plusieurs milliers d'Hiroshima, et l'hiver nucléaire qui le suit, provoquant immédiatement un refroidissement qui condamne à court ou moyen terme les survivants, l'humanité semblait vouée à la disparition. Malgré les efforts du pouvoir public qui souhaitaient cacher la menace afin de chercher le plus sereinement possible une parade efficace, l'information n'a pas tardé à fuiter sur Internet, entraînant une des périodes les plus sombres de notre histoire. Plus sombre encore que celle que j'ai déjà eu l'occasion d'explorer pour vous à l'approche de l'an 1000. Alors qu'en attendant l'arrivée de cette météorite, la population de 2036 parcourait toute la gamme allant de l'angoisse à la panique absolue, avec tous les débordements qu'on peut imaginer, la criminalité, le suicide, chaos boursier mondial. La tension gagnait aussi, bien sûr, les équipes travaillant à la recherche de solutions. Et comme à Hollywood, qui avait soulevé la question en voyant des héros poser une bombe sur l'astéroïde, toute cette agitation allait se terminer dans un happy end inattendu, puisque c'est en arrosant la météorite de peinture blanche qu'on allait régler le problème. En effet, les rayons lumineux venus du soleil, réfléchis par toute cette blancheur, allaient se montrer capables de modifier suffisamment la trajectoire d'Apophis, qui s'est contentée de frôler notre planète. D'où une liesse collective aussi extraordinaire que l'affolement qui l'avait précédé, d'où ces feux d'artifice qui jaillissent partout, semblant envoyer aux cieux un message de triomphe. Gilles Thomas pour Chronos Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Cette maison, la rue de Montmorency, dans laquelle je me trouve vers la fin du XIIIe siècle, a traversé le temps, puisque vous pouvez toujours revenir à votre époque. En 2010, on me fait considérer comme l'une des plus anciennes de Paris. Et j'ai pu constater dans un reportage qui m'a conduit au XXIIIe siècle, qu'elle semble ne pas vouloir disparaître. Comme son propriétaire, la légende veut que Nicolas Flamel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, soit devenu immortel. Ce que j'ai pu vérifier, c'est que Flamel est rapidement devenu riche, fort riche, et si spectaculairement qu'il ne pouvait qu'il attirer l'attention. Dans tout Paris, on parle tant de lui qu'il devient très difficile de déterminer la part de réel au milieu du mythe. Il ne suffit pas toujours de se déplacer dans le temps pour résoudre l'énigme, et il convient d'utiliser le conditionnel pour évoquer cette histoire. En ce 17 janvier 1382, Nicolas Flamel aurait réussi sa première projection, ce qui signifie transformer le mercure en argent. D'où cette fortune soudaine qui aura l'élégance de partager, puisqu'on lui doit la construction de plusieurs hôpitaux et de quelques chapelles. Mais la chimie, cette science secrète qui fascinera jusqu'à Isaac Newton et Pierre Curie, est essentiellement une quête spirituelle qui peut offrir l'immortalité. Alors officiellement, Nicolas Flamel meurt en 1418, la rumeur colportée d'un grand voyageur, Paul Carandica de Louis XIV, le dit vivant 3 siècles plus tard. L'ambassadeur de France à Porto confirme l'incroyable nouvelle, précisant avoir reçu Flamel et se disant convaincu de son identité. Tout au long du futur, j'ai moi-même retrouvé maintes fois la trace de celui qu'on peut sans doute considérer comme l'un des personnages les plus énigmatiques de tous les temps, qu'on retrouve jusque dans l'univers où il est présenté comme l'ami de Dumbledore, un personnage dont on pourrait dire, comme Voltaire à propos du comte de Saint-Germain, un autre alchimiste fameux, c'est un homme qui ne meurt jamais. Gilles Thomas pour Chronos Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct
direct du futur ou du passé. De toutes les surprises que m'a réservé mon exploration de ce milieu millénaire, puisque je me trouve en 2548, le 6 juin, la moindre n'est sans doute pas la découverte de cette place, comme toujours des sociétés de robots androïdes. En 2010 déjà, des autres groupes ont commencé à leur confier des informations sur le journal télévisé ou des postes d'enseignants. D'après les informations que j'ai pu collecter, c'est dans la décennie 2030-2040 que, dans cette démocratie mondiale planifiée qui s'est installée dans les années 20, les robots ont sollicité le droit de vote. Ils leur ont été accordés après une polémique et très violente. Manifestations contre manifestations, interventions contradictoires de pouvoir, psychologues, informaticiens, philosophes, politologues et autres juristes. Pour restituer l'attention provoquée par cela, il faut manger les fantômes de leur tête sud-africain ou de la des années 1950. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'on retrouve un androïde pendu à un arbre ou à un poteau électrique. Les partisans de la simulation, depuis leur discours sur le fait que les robots ont été créés à l'image de l'homme, ne croyaient peut-être pas si bien dire. En effet, l'industrie robotique, libérée par la loi de son image sulfureuse, s'est développée spectaculairement. Et depuis quelques années, il est devenu impossible de distinguer visuellement un être humain de ceux qu'on appelle parfois ironiquement les NC, les nouveaux citoyens. Les rumeurs courent d'ailleurs sur la manière dont on peut résoudre le problème que posait l'émission de la peau, un problème si ardu qu'on parle de prélèvement sur des humains, vivants ou non. Les complotistes de 1548 assurent que le gouvernement dissimule la découverte d'un grand nombre de cadavres humains écorchés et ricanent en disant qu'aujourd'hui, à cause des robots, on risque vraiment sa peau. Comme il n'est pas encore question, malgré l'assentiment d'une grande partie de l'opinion, de permettre à ceux qui demeurent machines d'accéder aux responsabilités, il est régulièrement fait usage, lorsqu'on veut être certain d'avoir affaire à un humain, de ce test réputé crédible, mis au point par un spécialiste de l'intelligence artificielle dans les années 1960, appelé le test de Turing. Cette difficulté à différencier au quotidien les robots et ceux qui ont des organiques a naturellement profondément modifié la nature des relations sentimentalo-sexuelles. Beaucoup d'humains se prétendent capables, à tort ou à raison, de savoir quelle sorte de créatures ils vont nourrir, et nombreux sont tous ceux qui ne cachent pas leur préférence pour les machines, au point que la démographie pourrait s'en trouver affectée. En effet, même en 1148, l'industrie robotique ne propose pas encore de machines adaptées à la reproduction. Gilles Thomas pour Chronos Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Cette nuit du 11 août 1784 a jailli dans le parc de Versailles une étincelle, de celle dont on dit volontiers qu'elles ont le pouvoir d'enflammer les poudres. Celle-ci changera la face du monde. Cette histoire réunit Astine et Hétéroclite, une reine, une prostituée, un magicien, un cardinal et une aventurière se partagent les rôles principaux de cette escroquerie aux ailes de manipulation, à moins que ce ne soit l'inverse. Le cardinal Louis Laurent est poursuivi par une idée fixe, gagner les faveurs de Antoinette qu'il déteste. Il s'en ouvre à ce mage dont on parle beaucoup à Paris, qui se fait appeler Cagliostro. Celui-ci est des complices, la comtesse de la Motte, qui le présente comme une proche de la reine, échafaude un stratagème qui ne peut réussir que grâce à un coup de chance exceptionnel. Dans les trains de la royale exerce une prostituée, Nicole Huguet, qui ressemble si fort à Marie-Antoinette que ses clients surnomment la petite reine. On organise un rendez-vous ici à Versailles dans un bosquet à la nuit tombée pour qu'il soit plus facile d'abuser le cardinal. Nicole Huguet joue complètement sa partie, s'entretient brièvement avec Roland et celui-ci, transporté de joie, repart avec une rose offerte par la pseudo-souveraine. Le piège est avancé. Au début, on demande une petite somme prétendument destinée aux bonnes œuvres de la reine. On fabrique assez maladroitement, mais Roland est aveuglé de lettres signées Marie-Antoinette de France et on se prépare au gros coup. Le collier. Cagliostro sait qu'un
joaillier a proposé à Antoinette un collier extraordinaire, composé de plus de 500 diamants, mais le roi a reculé devant l'énormité de la somme qui permet la construction de 2 vaisseaux de guerre. La comtesse de la Motte explique alors au cardinal que la reine désire ce bijou, et qu'il lui faut un intermédiaire pour garantir le secret de l'affaire. Rohan passe alors commande du collier, verse un quart de son prix, remet à la comtesse de la Motte, qui ne tarde pas bien sûr à dessertir Pierre et à changer de train de vie. C'est ce qu'on appelle lorsque le joaillier vient à Versailles et le reste de la somme. Le couple royal des nues s'indigne et sait un procès qui doit aller de la reine, mais Rohan dispose d'alliés puissants. Le tribunal l'acquittera. La royauté sera irrémédiablement compromise aux yeux de la population. La révolution française marche, son écho résonnera sur toute la planète. Thomas prononce radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Les événements se suivent et ne se ressemblent pas tant que ça. Alors que je me trouve en novembre 2618, le paysage autour de moi rappelle pourtant celui de l'an 1441, dont je vous ai parlé lors de ma dernière intervention, après avoir obtenu la confirmation que Jeanne d'Arc était bien la sœur du roi François VII. Un millénaire plus tard, la guerre de 100 ans paraît évidemment bien lointaine. S'il existe toujours des conflits internationaux, ils se règlent désormais par simulation informatique dont se vainqueurs les stratèges sans qu'aucune perte humaine ne soit déplorée. Résultat, une surpopulation catastrophique, plus de 25 milliards d'individus sur notre planète, un fléau que je retrouve vivant dans la plupart des futurs proches. Mais, en ce début du XXe siècle, il semble que la tendance commence à s'inverser. Tout a commencé voici 4 ans, lorsqu'une loi instaurant un permis d'enfanter a été votée, puis appliquée sur toute la planète. Les couples candidats doivent affronter une série de tests de QI et de culture générale avant de subir des examens médicaux, et notamment psychiatriques, extrêmement poussés. Des études montrent que la plupart des candidats capables de triompher de ces épreuves n'avaient aucune intention de se lancer dans l'élevage, et la natalité a immédiatement chuté de manière spectaculaire. Mais si le vaisseau Terre n'accueille presque plus de nouveaux passagers, il reste néanmoins beaucoup trop chargé, d'autant plus en retard en 1818, l'espérance de vie frôlant 150 ans, et les rumeurs font une solution radicale dont certaines seraient très sérieusement à l'étude. D'après les informations que j'ai pu recueillir, les pouvoirs publics envisageraient de déclencher une épidémie artificielle qui, je cite, laisserait en vie les éléments les plus sains de la société. Fin de citation. Et dire qu'aucun présente encore le Moyen-Âge comme un temps de barbarie. Gilles Thomas pour Chronos Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Contrairement à ce que le spectacle de Céleste pour laisser supposer, je ne trouve pas dans une région une somptueuse aurore boréale illumine en effet depuis une dizaine d'heures le ciel de la test des États-Unis d'Amérique. Nous sommes le 29 août 1859, une date bien connue des spécialistes de l'activité solaire, une date restée dans l'histoire sous le nom d'embrasement de Plankton. Une tempête solaire d'une masse prodigieuse, capable de propulser à grande vitesse des particules électriquement chargées d'ici quelques heures, ainsi que le rapport des observations de l'époque, permettront de lire son journal en pleine nuit. En ce milieu du XVIIIe siècle, un tel événement n'a pas changé le monde. Aujourd'hui, s'il devait se répéter, il en irait tout autrement. Il aurait fait des dommages irréparables au réseau électrique d'une grande partie de notre planète, un réseau dont notre civilisation est totalement dépendante. Ici, on savoure le spectacle, qui ne fait que commencer. La nuit qui s'annonce sera si lumineuse et on disparaîtra. J. Thomas pour Chronos Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Bien sûr, on ne peut plus les légendes évoquant une princesse que le destin sépare de son aimé, mais ce petit port de l'Atlantique, nommé Rouage, a ses jours aussi une héroïne. L'histoire ne se termine pas comme un conte
ce n'est pas encore Louis XIV, ce n'est âgé que de 16 ans, mais Mazarin, mon nièce, Anne Mancini, a su conquérir le cœur de l'adolescent royal qui a demandé le mariage. Mais il est bien connu que les monarques n'est pas toujours maître de sa destinée personnelle, et la résultat impose une union avec l'enfant d'Espagne. Louis résiste longtemps, mais finit par céder et en larmes dit adieu à Marie Mancini qui s'exile près de l'océan. Les habitants du brouage avaient souvent erré près des remparts pour comprendre les bateaux et les couchers de soleil. Il ne rentre pas dans quelques mois après l'annonce de la mariage du roi. Celui-ci, en revenant de ses noces, effectuera un détour pour quelques jours à Brouage, en pèlerinage. Il insistera pour habiter la chambre que Marie est occupée, et à son tour, s'attardera longtemps sur les remparts devant le soleil couchant. Dans un Racine s'est inspiré de cette histoire en la transposant à la Rome antique, et c'est ainsi que naîtra Bérénice, ce joyau de répertoire théâtral. Lors de la première représentation, avec ces années passées, le roi pleurera une nouvelle fois, en écoutant ces vers parmi les plus beaux de notre langue. Que le jour recommence, que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. J'ai ma pour France Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé. Au cours des âges, la race humaine a souvent changé de calendrier. Mais dans cette époque qui présente pour vous un futur pas très éloigné, la notion de date a tout simplement disparu. En procédant à l'estimation, prenant en compte les versions que les uns et les autres donnent à propos des générations qui les ont précédées, on peut estimer que je me trouve probablement en plein XXIe siècle, peut-être vers le milieu, peut-être. D'une manière générale, il est très bien vu ici d'utiliser la mémoire collective ou individuelle, mais certains rebelles, les mêmes qui ont pour accepter de décliner leur généalogie, racontent que, dans les souvenirs clandestins que leur ont transmis leurs parents, le réchauffement climatique, pensé par les experts de votre temps, s'est bien produit. Ensuite, comme souvent, les versions divergent, car la banquise recouvre aujourd'hui toute la planète. Une nouvelle glaciaire, due pour les uns à une modification de l'activité solaire, pour les autres à une guerre nucléaire mondiale survenue à la fin du XXIe siècle et déclenchée par un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Les deux hypothèses ne s'excluant pas. Comment savoir dans un monde où l'oubli est devenu obligatoire? Il ne s'agit pas de la singularité de cette époque, de tous les avenirs qui m'a été donné de parcourir. Il s'agit du seul que l'humanité a quitté la surface de la Terre, mais pas en se dirigeant vers l'espace. Quelles que soient les causes de ce changement climatique, il a provoqué une évolution que certains considèrent comme une régression, puisqu'on a choisi de se cacher sous terre, comme avant, dans la caverne. Sans doute parce qu'il fallait s'adapter aux nouvelles conditions d'existence, l'humanité a choisi l'irréel. Ici, on vit connecté aux simulations très convaincantes que proposent les illusions. Bien sûr, il existe de très différentes. Certaines de ces visions, signées par des créateurs, jouissant d'un grand prestige, proposent des univers proches de ceux qu'on découvre en songe. Ce qui n'a rien de surprenant, car le rêve est ici considéré comme l'activité humaine la plus exaltante. Il est d'ailleurs conseillé de les mixer, d'où une infinité de combinaisons possibles. Pour la plupart des interlocuteurs, cette évolution réelle constitue la plus grande étape franchie par la race humaine. Enfin affranchie des servitudes de l'existence tellement prévisible et répétitive. Dans un monde où l'imagination a supplanté la mémoire, il est évident que mes reportages en direct du passé ne fascinent personne. En revanche, ceux qui conduisent vers l'avenir provoquent un intérêt certain. Et c'est en proposant de les diffuser ici que j'ai pu obtenir accès à cette diffusion. Ici, en effet, si on rêve beaucoup, on ne perd pas le sens de certaines réalités. Je ne peux pas pour France Radio. De temps en temps, une série de reportages en direct du futur ou du passé.